née entre 1820 et 1825, est morte le 10 mars 1913 à Auburn, État de New York. Harriet Tubman est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et féministe. Victime de graves sévices, alors qu'elle est elle-même réduite en esclavage, elle réussit à s'enfuir et aide par la suite de nombreux esclaves à s'évader. Devenue une figure de proue du chemin de fer clandestin, ses actions lui valent les surnoms de Moïse Noir, Grand-mère Moïse ou encore Moïse du peuple noir. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865, elle oriente ses actions dans la lutte contre le racisme et le mouvement en faveur du droit de vote des femmes. Son souvenir est fortement honoré aux États-Unis depuis une directive présidentielle du 10 mars 1990 par la création du Harriet Tubman Day. Son portrait devait initialement figurer sur le billet de $20 américains à partir de 2020, ce qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine ainsi honorée. Le projet est toutefois reporté par le président Donald Trump, puis relancé par son successeur Joe Biden en janvier 2021. Voici l'histoire d'Harriet Tubman. Harriet Tubman est née Araminta Manti Ross de parents esclaves Harry Green Reed, la mère, et Ben Ross, le père. Comme pour beaucoup d'esclaves aux États-Unis, ni l'année exacte ni le lieu de sa naissance n'ont été enregistrés. Et les estimations des historiens divergent, s'échelonnant de 1820 à 1825. Lorsqu'elle était enfant, on raconta à Tubman qu'elle était d'une lignée Ashanti, ce qui fixerait l'origine géographique de sa famille à l'actuel Ghana. Mais aucun élément n'existe pour confirmer ou infirmer cette affirmation. Sa mère, Rite, était cuisinière pour la famille Brodes. Son père, Ben, surveillait le travail du bois sur la plantation. Ils se marièrent vers 1808 et selon les dossiers de la cour, ils eurent 9 enfants ensemble. Lina, née en 1808, Maria Ritty en 1811, Soph en 1813, Robert en 1816, Manti, c'est-à-dire Harriet, vers 1820, Ben en 1823, Rachel en 1825, Henri en 1830 et Moïse, le Benjamin, en 1832. Le système esclavagiste séparait fréquemment les familles en éloignant les parents de leurs enfants, vendus à d'autres propriétaires qui résidaient parfois à de grandes distances. La famille de Tubman n'échappa pas à la règle. Edward Brodes vendut 3 des sœurs d'Harriet, Lina, Maria, Ritty et Soph, les séparant du reste de leur famille pour toujours. Quand un commerçant de Géorgie approcha Brodes pour acheter son plus jeune fils Moïse, Rite le cacha pendant 1 mois, aidé par d'autres esclaves et des Noirs libres de la communauté. Elle fit même face à son propriétaire quand celui-ci, accompagné de l'homme de Géorgie, vint saisir l'enfant. Elle menaça d'ouvrir la tête au premier homme qui franchirait le seuil de sa maison.
Brodess recula et abandonna la vente. La mère d'Harriet travaillait dans la grande maison des maîtres et avait peu de temps à consacrer à sa propre famille. Tubman prit donc très tôt soin de ses jeunes frères et sœurs. À l'âge de 5 ou 6 ans, elle fut louée à une femme nommée Miss Suzanne, chez laquelle elle fut quotidiennement victime de mauvais traitements. Sa mission consistait à veiller sur un bébé pendant son sommeil. Lorsqu'il s'éveillait en pleurant, elle était fouettée, ce qui se produisit un jour 5 fois avant le petit déjeuner. Un autre jour, menacé pour avoir volé un morceau de sucre, Tubman se cacha dans la porcherie d'un voisin pendant 5 jours, se battant contre les animaux pour les restes de nourriture. Affamée, elle dut retourner chez Miss Suzanne où elle fut sévèrement frappée. Elle porta les cicatrices de ses sévices pour le reste de sa vie. Pour se protéger de ces abus, elle s'enveloppait dans plusieurs couches de vêtements. Une autre fois, elle mordit le genou d'un homme blanc qui lui infligeait une correction, ce qui le tint par la suite à distance. Elle endura des années de traitements inhumains de la part d'autres maîtres. Alors qu'elle était adolescente, elle fut envoyée dans une mercerie pour acheter des fournitures. Elle y trouva un contremaître furieux à la poursuite d'un esclave qui a quitté les champs sans permission. Il exigea que Tubman l'aide à retenir le jeune homme, ce qu'elle se refusa à faire. L'esclave étant sur le point de s'enfuir, le surveillant lui jeta un objet d'environ 1 kilo posé sur le comptoir du magasin. Il manqua sa cible et le poids frappa violemment la Tubman à la tête. Elle expliqua plus tard qu'elle pensait que ses cheveux, qui n'avaient jamais été peignés et se dressaient de manière anarchique sur sa tête, avaient pu amortir le choc et lui sauver la vie. Elle fut renvoyée dans la maison de son propriétaire en sang et inconsciente et placée sur le siège d'un métier à tisser où elle resta sans soins médicaux pendant 2 jours. Elle fut immédiatement renvoyée dans les champs alors que le sang et la sueur continuaient de couler sur son visage, l'empêchant de travailler. L'homme qui la louait déclara qu'elle ne valait pas un sou et la renvoya à Brodess, qui essaya en vain de la vendre. Peu après, elle commença à avoir des convulsions et à s'évanouir soudainement, même si elle affirmait à son entourage qu'elle restait consciente. Ces crises, qui pourraient avoir été des crises d'épilepsie temporale, perdurèrent toute sa vie. Cette grave blessure à la tête survint à un moment de sa vie où Tubman développa une foi passionnée en Dieu. Comme nombre d'esclaves, à cette époque, elle rejetait l'interprétation de cette écriture, traditionnellement utilisée par les esclavagistes pour exhorter les esclaves à être obéissants. Elle puisait son inspiration dans les récits de l'Ancien Testament, invoquant une libération, comme celui de Moïse guidant les Juifs hors de l'Égypte. Après son traumatisme crânien, elle commença à avoir des visions et des rêves qu'elle interprétait comme des signes divins. Cette perspective religieuse la guida tout au long de sa vie. Quand elle fut jeune adulte, elle prit le prénom de Harriet, probablement en l'honneur de sa mère. Aux alentours de 1844, elle épousa John Tubman, un homme libre. En 1849, Tubman tomba malade et sa valeur marchande diminua en conséquence.
Edward Brodess essaya de la vendre sans parvenir à trouver un acheteur. Tubman commença à prier pour que son propriétaire change d'avis sur le sujet de sa vente. Je priais chaque nuit pour mon maître jusqu'au 1er mars. Et durant toute cette période, il continua d'emmener des acheteurs pour me juger et tenter de me vendre. Quand il a paru inéluctable que la vente finirait par avoir lieu, elle changea la nature de sa demande. Le 1er mars, je commençai à prier. Mon Dieu, si vous ne comptez pas changer le cœur de cet homme, tuez-le et ôtez-le de mon chemin. Une semaine plus tard, au début du mois de mars 1849, Brodess mourut, laissant derrière lui une femme, Eliza, et 8 enfants. Tubman se repentit alors de sa dernière demande. Mais la mort de Brodess n'écarta pas le risque que Tubman soit prochainement vendu et sa famille séparée. Car pour payer les dettes de son mari et éviter la saisie de la ferme, Eliza décida de vendre une partie de ses esclaves. Craignant d'être revendue, Harriet prit sa propre émancipation en main. Accompagnée de ses frères Ben et Henry Ross, elle s'échappa une première fois le 17 septembre 1849, laissant derrière elle son mari, un homme libre qui ne voulait pas la suivre. Tubman avait été loué au docteur Anthony Thompson, qui possédait une très grande plantation appelée Poplar Neck dans le voisinage de Caroline County. Les esclaves ayant été prêtés, Eliza Brodess ne s'aperçut sans doute pas immédiatement de leur disparition. 2 semaines plus tard, elle fut cependant publiée un avis de recherche dans le journal local, le Democrat de Cambridge, offrant une récompense de $100 pour chaque esclave retrouvé. Une fois échappés, les frères Ross furent cependant pris de remords. Ben avait dû laisser son tout jeune fils derrière lui. Effrayés par les dangers d'une vie de fugitif, les 2 hommes rebroussèrent chemin, obligeant Harriet à rentrer avec eux. Peu après, celle-ci s'échappa à nouveau, cette fois sans ses 2 frères. Elle fut assistée dans sa fuite par des sympathisants quakers et d'autres membres du mouvement abolitionniste, noirs comme blancs, qui avaient organisé un vaste réseau d'évasion connu sous le nom de chemin de fer clandestin. On sait peu de choses sur les circonstances exactes de son départ. Il était en effet nécessaire qu'elle conservât secrète une route qui a continué à être utilisée par d'autres fugitifs après elle. La zone de Preston, proche de Poplar Neck, dans le comté de Caroline, donc dans le Maryland, était le siège d'une importante communauté quaker et fut probablement la première étape, sinon le point de départ, de la fuite de Tubman. De là, elle prit sans doute le chemin long de près de 145 km, emprunté par la majorité des esclaves fugitifs, en direction du nord-est par la rivière Choptank, à travers le Delaware, et ensuite vers le nord jusqu'à Philadelphie. Ce dangereux périple nécessitait de se déplacer de nuit, en évitant la surveillance des chasseurs d'esclaves, avides des récompenses procurées par la capture des fugitifs. Le conducteur du chemin de fer clandestin utilisa un certain nombre d'astuces pour la cacher. Lors de l'un de ses premiers arrêts, la femme qui l'accueillit
lui fit balayer la cour pour donner l'impression qu'elle travaillait pour sa famille. Quand la nuit tomba, on la cacha dans une charrette pour l'emmener à la prochaine étape. Elle pénétra finalement en Pennsylvanie avec un sentiment mêlé d'émerveillement et de terreur, décrivant plus tard ses sensations dans les termes d'une expérience religieuse. Quand je découvris que j'avais franchi cette ligne, je regardais mes mains pour voir si j'étais la même personne. Il y avait une telle gloire sur tout. Le soleil est apparu comme l'or à travers les arbres et sur les champs, et je me sentais comme si j'étais au paradis. Elle effectua de nombreux allers-retours au Maryland pour aider d'autres esclaves à s'échapper, ce qui lui valut le surnom de Moïse. Sa carrière de passeuse de fugitifs commença par la libération des membres de sa famille. Immédiatement après avoir atteint la ville de Philadelphie, elle pensa en effet à sa famille. J'étais une étrangère dans un monde étranger. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs et amis étaient au Maryland, mais j'étais libre. Et ils devaient être libres eux aussi. Elle trouva des petits boulots et commença à économiser de l'argent. Dans l'année qui suivit, le Congrès américain adopta le Fugitive Slave Act de 1850 qui contraignit tous les États, même ceux qui avaient interdit l'esclavage, à collaborer à la capture des esclaves fugitifs et à infliger de lourdes peines aux complices d'évasion. La loi augmenta les risques pour les esclaves en fuite, dont beaucoup poussèrent jusqu'au Canada. En décembre, Tubman reçut depuis Cambridge une nouvelle l'alertant de la vente prochaine de sa nièce Kessia et de ses deux enfants, James Alfred, âgé de 6 ans, et Araminta, encore bébé. Horrifié à l'idée de savoir sa famille encore plus brisée qu'elle ne l'était déjà, Tubman fit quelque chose que très peu d'esclaves avaient fait avant elle. Elle retourna volontairement sur la terre de son asservissement. Elle prit le chemin de Baltimore, où son beau-frère, Tom Tubman, la cacha jusqu'au moment de la vente. Le mari de Kessia, un homme noir libre nommé John Bowley, se rendit à la vente de sa femme, où il fit en sorte de remporter l'enchère. Tandis qu'il feignait de prendre ses dispositions pour payer, Kessia et ses enfants s'enfuirent dans une cache située à proximité. Quand la nuit tomba, Bowley convoya sa famille sur un canot jusqu'à Baltimore, à 100 km de là. Ils furent pris en charge par Tubman, qui conduisait la famille à Philadelphie. En automne 1851, Tubman retourna dans le comté de Dorchester pour la première fois depuis son évasion, cette fois pour retrouver son mari John. Avec l'argent épargné sur ses maigres salaires, elle lui acheta un costume et fit route vers le sud. John cependant refusa de la suivre, se déclarant heureux de son sort. Il avait épousé une autre femme du nom de Caroline. Tubman maîtrisa sa colère et profita de son voyage pour exciter les velléités de fuite de quelques esclaves qu'elle mena jusqu'à Philadelphie. Elle réussit par la suite à ramener en sûreté ses 4 frères, Ben, Robert, Henri et Moïse, mais échoua à sauver sa sœur adorée Rachel, ainsi que les 2 enfants de celle-ci, Ben et Angérine. Rachel mourut en 1859 avant qu'Harriet ne puisse la secourir. Tubman conduisit également des esclaves vers le Canada, désormais le seul endroit sûr d'Amérique du Nord pour les esclaves en fuite.
En décembre 1851, elle guida un groupe non identifié de 11 fugitifs vers le nord. Des indices suggèrent que Tubman et son groupe ont pu s'être arrêtés au domicile de l'abolitionniste et ancien esclave Frederick Douglass. Selon ses propres estimations et celles de ses proches collaborateurs, en 13 expéditions, elle a personnellement guidé environ 70 esclaves vers la liberté. Elle ne fut jamais capturée et selon ses propres mots, jamais ne perdit un passager. Elle fournit aussi des instructions détaillées à beaucoup d'autres qui voulaient s'échapper par eux-mêmes. Quand la guerre de sécession débuta en 1861, Tubman plaça ses efforts, ses espoirs dans une victoire de l'Union qui, espérait-elle, serait un pas décisif vers l'abolition de l'esclavage. Souhaitant mettre son savoir-faire et son expérience au service de l'Union, elle rejoignit rapidement un groupe d'abolitionnistes de Boston et de Philadelphie qui s'installèrent sur l'île de Hilton Head en Caroline du Sud. Par son aide aux esclaves fugitifs, elle devint rapidement une figure importante des camps localisés à Port-Royal. Elle servit comme cuisinière et infirmière, préparant des remèdes à base de plantes locales et aidant les soldats qui souffraient de dysenterie. Elle soignait même les hommes atteints de la variole sans contracter elle-même la maladie, ce qui contribua à nourrir la rumeur qu'elle était bénie de Dieu. Les rations qu'elle recevait du gouvernement pour son travail alimentèrent la jalousie de certains esclaves fugitifs qui voyaient là le signe d'un traitement spécial. Pour apaiser les tensions, elle renonça à son droit et gagna sa vie en vendant les tartes et de la bière à base de racines. En janvier 1863, Lincoln mit en œuvre la proclamation d'émancipation qui déclarait libre tout esclave résidant sur le territoire de la Confédération sudiste. Tubman considéra cette décision comme une étape importante vers la liberté de tous les Noirs. Elle renforça son engagement dans le conflit en prenant la tête d'un groupe d'espions qui opérait dans les terres environnant Port-Royal. Au début du mois de juin 1863, Tubman servit de principal conseiller à l'organisation du raid des troupes de Montgomery dans le comté de Collecton en Caroline du Sud. Elle participa activement à l'assaut. Embarquée à bord de l'USS John Adams, elle guida entre les mines confédérées les 3 bateaux à vapeur qui transportaient les 300 soldats de l'opération. Alertés par les sifflets des bateaux à vapeur, les esclaves de la zone affluèrent vers la rive. Les propriétaires qui, armés de pistolets et de fouets, tentèrent d'arrêter leur fuite, furent rapidement submergés par la masse des fuyards qui embarquèrent par centaines. Tubman, qui rapportait n'avoir jamais vu un tel spectacle, décrit une scène de chaos où se mêlaient des femmes portant des pots de riz encore fumants, des cochons cuinants dans des sacs portés en bandoulière et des bébés accrochés au cou de leurs parents. Alors que les troupes confédérées convergeaient vers les lieux, les bateaux à vapeur surchargés d'esclaves prirent la direction de la ville de Beaufort. Son succès dans ces aventures était en grande partie dû à sa grande intelligence, à son astuce, à son audace et à son caractère impitoyable, qu'elle mit au service de plans très bien établis pour ses expéditions. Elle s'appuya sur la communauté noire très soudée.
Après la guerre, Harriet Tubman devint une militante pour les droits des Afro-Américains et des femmes. Elle travailla en particulier à promouvoir la cause du suffrage féminin en s'engageant aux côtés des femmes telles que Susan B. Anthony et Emily Holland. Elle se rendit à New York, Boston et Washington pour participer à des conférences en faveur du droit de vote des femmes. Son argumentation visait à démontrer que les femmes méritaient par leur action d'accéder aux droits politiques. Elle illustra son propos en décrivant sa propre action pendant et après la guerre de sécession et mettait en avant le sacrifice des innombrables femmes qui avaient œuvré en faveur de la nation américaine. Cela fut d'une aide considérable pour sa condition financière misérable. Elle n'obtenut une pension pour son passé militaire que 30 ans après les faits. La même année, elle épousa Nelson Davy, un jeune vétéran de la guerre de sécession de 22 ans, son cadet. Ils vécurent ensemble à Auburn, État de New York, dans une maison qu'elle avait rachetée à son célèbre ami William Seward, secrétaire d'État sous la présidence d'Abraham Lincoln. Elle y vécut entourée de membres de sa famille et d'amis qui avaient choisi de s'établir près d'elle après la guerre de sécession. Finalement, à cause de son arthrite et de sa santé fragile, elle emménagea dans l'hospice pour Afro-Américains âgés et malades qu'elle avait elle-même contribué à fonder. Il était construit sur un terrain qu'elle avait acheté, juxtant sa propriété d'Auburn. Elle y mourut en 1913 d'une pneumonie. Elle reçut les honneurs militaires au cours de ses funérailles et une plaque à sa mémoire fut placée sur le tribunal du comté de Cayuga à Auburn. De nos jours, la mémoire d'Harriet Tubman est honorée chaque 10 mars, jour de sa mort. Que Dieu nous bénisse et bénisse abondamment l'Afrique.